Il y a des gens qui vivent une vie entière sans jamais avoir à regarder en arrière et se demander combien de fois ils ont failli ne pas être là. Moi, j'ai dû le faire des dizaines de fois. Je m'appelle Henri Marchand, j'ai 106 ans et la question qui m'empêche encore de dormir certaines nuits, ce n'est pas de savoir si j'ai bien vécu, c'est de savoir si j'ai vraiment été présent pour ceux qui comptaient. Je suis né en 1919 à Clermont-Ferrand dans une maison en pierre qui sentait la cire et la soupe de légumes. Mon père était boulanger. Ma mère élevait 4 enfants et gérait les comptes du fourni avec une précision que n'importe quel comptable aurait enviée. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien d'essentiel et à cette époque-là, dans ce milieu-là, c'était déjà beaucoup. Je me souviens des matins où je descendais à la boulangerie avant l'école et où l'odeur du pain chaud envahissait toute la rue. Mon père avait les mains larges, couvertes de farine, et il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il posait une de ses mains sur mon épaule, je savais que tout allait bien. J'avais 20 ans quand la guerre a éclaté. 20 ans, c'est l'âge où l'on croit savoir ce que la vie est, et c'est précisément l'âge où l'on découvre qu'on n'en sait rien. J'ai été mobilisé en septembre 1939. Ma mère m'a regardé partir depuis le pas de la porte, les bras croisés sur la poitrine, sans larmes, parce que les femmes de sa génération avaient appris à ne pas pleurer devant leur fils. Mais j'ai vu ses lèvres bouger légèrement alors que je m'éloignais dans la rue, et je crois qu'elle priait. Je ne me suis pas retourné, je n'aurais pas pu. La campagne de France a duré 6 semaines. 6 semaines pour que tout s'effondre. J'ai vu des choses que je ne décrirai pas ici, pas parce que je veux les cacher, mais parce que certaines images n'ont pas besoin de mots pour exister. Elles vivent là, quelque part derrière les yeux, et elles ressortent la nuit quand on s'y attend le moins. J'ai été fait prisonnier en juin 1940, quelque part du côté de la Meuse, et emmené en Allemagne dans un stalag en Saxe. J'y suis resté 4 ans et demi. 4 ans et demi. Quand j'essaie d'expliquer ça à mes petits-enfants, ou même à mes arrière-petits-enfants, je vois dans leurs yeux une tentative sincère de comprendre, mais je sais qu'ils ne peuvent pas vraiment. Ce n'est pas un reproche, je ne voudrais pas qu'ils comprennent, parce que comprendre vraiment ce que c'est, ça voudrait dire l'avoir vécu, et je ne souhaite ça à personne. Ce que je peux dire, c'est que dans ce camp, il y avait une chose qui nous maintenait en vie au-delà de la nourriture et de l'eau, c'était les autres. Les conversations la nuit dans les baraques, les histoires qu'on se racontait pour ne pas sombrer, les petits gestes du quotidien qui disaient, sans le formuler, que nous étions encore des êtres humains. Un homme originaire de Lyon s'appelait René. Il avait une façon de raconter des anecdotes de son quartier qui faisait rire tout le monde. Je l'ai perdu de vue après la Libération et je pense à lui encore parfois. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vérifier une chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ce serait vraiment bien que vous le fassiez, et si ce que je raconte vous touche un peu, un pouce levé sous la vidéo m'aide plus que vous ne le pensez. Et je suis sincèrement curieux. Est-ce que vous pensez que c'est la guerre qui m'a appris à apprécier la vie, ou que j'ai mis du temps à l'apprendre malgré elle? Si vous pensez que c'est la guerre qui m'a tout appris, écrivez guerre dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai appris malgré elle, écrivez malgré. Je voudrais vraiment savoir ce que vous pensez. Je suis rentré à Clermont-Ferrand en mai 1945. Mon père était mort en 1943 d'une pneumonie. Ma mère avait continué à faire tourner la boulangerie avec l'aide de mon frère cadet Marcel, qui avait lui-même été épargné de la mobilisation à cause d'une malformation au genou. La maison était la même, l'odeur aussi presque, mais moi j'étais différent. Les gens me regardaient comme si j'étais quelqu'un qui avait traversé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Et c'était vrai, j'avais 25 ans et je me sentais beaucoup plus vieux que ça. Pas de façon triste, juste de façon différente. Comme si le compteur de ma vie avait une graduation que la plupart des gens autour de moi ne partageaient pas. J'ai rencontré Jeanne à l'automne 1946. Elle habitait 2 rues plus loin, dans une famille d'instituteurs. Elle avait 22 ans, des yeux noisettes et une façon de regarder les gens en face qui me déconcertait, parce que j'avais l'habitude des regards fuyants ou prudents, et elle vous regardait comme si vous étiez la seule personne importante dans la pièce. Nous nous sommes mariés en avril 1947.
Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu que ses larmes étaient de joie. Nous avons eu 3 enfants. Suzanne en 1948, Luc en 1951 et Thomas en 1957. J'avais repris la boulangerie avec Marcel pendant quelques années, mais vers 1950, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise de matériel médical à Lyon, un secteur en plein essor à cette époque-là, et nous avons déménagé. Jeanne a suivi sans se plaindre, comme elle faisait tout, avec cette tranquillité qui n'était pas de la résignation, mais une vraie solidité intérieure. Je le savais ça, mais je ne le lui ai pas dit assez souvent. À Lyon, le travail a pris une place qui, avec le recul, m'apparaît démesurée. Je voyageais beaucoup, Bordeaux, Marseille, Paris, parfois Bruxelles, Genève. Des semaines entières loin de la maison, des appels téléphoniques le soir depuis des chambres d'hôtel impersonnelles. Jeanne qui me racontait les petites nouvelles du quotidien, pendant que moi je regardais le plafond en pensant à mon rendez-vous du lendemain. Je l'écoutais à moitié. Je crois qu'elle le savait. Elle ne m'en a jamais fait le reproche directement, mais parfois il y avait dans sa voix une sorte de fatigue tranquille qui disait tout ce qu'elle ne formulait pas. Les enfants ont grandi pendant que j'étais sur les routes. Luc est devenu adolescent, Thomas a appris à faire du vélo, Suzanne a eu son premier chagrin d'amour, et Jeanne a géré tout ça, seule ou presque, avec la même efficacité silencieuse qu'elle apportait à tout. Je rentrais le vendredi soir, épuisé mais fier, avec le sentiment du devoir accompli. L'idée que subvenir aux besoins de sa famille, c'était la forme la plus concrète d'amour. Mon père m'avait transmis ça, et je le transmettais à mon tour sans remettre en question le modèle. Je me souviens d'un samedi de novembre, Luc devait avoir 13 ans. Il avait un match de rugby important, il en parlait depuis des semaines. J'avais promis d'y être. La veille, un client exigeait une réunion d'urgence ce samedi-là, et mon directeur m'avait laissé entendre que mon poste en dépendait peut-être. J'ai fait le choix du travail. Le soir, en rentrant, Luc était dans sa chambre. Je suis allé frapper. Il m'a dit d'entrer. Il regardait par la fenêtre. Et il m'a dit, avec un calme qui m'a traversé d'une façon que je ne saurais pas expliquer précisément, « C'est pas grave, papa. Vraiment. » Ce calme-là n'était pas de la maturité. C'était une résignation que j'avais installée en lui sans le vouloir, sans même m'en rendre compte. Il avait appris à ne plus compter sur ma présence. Il avait appris que décevoir son père par l'absence était la configuration normale des choses. Et moi, ce soir-là, je me suis rassuré en me disant qu'il était raisonnable pour son âge, parce que c'était plus simple que de regarder la vérité en face. Les années ont continué à passer. Suzanne s'est mariée en 1972 avec un ingénieur de Grenoble. Luc est parti à Paris faire des études de droit, Thomas a choisi l'architecture et s'est installé à Montpellier. La maison de Lyon s'est vidée progressivement et Jeanne et moi, nous nous sommes retrouvés seuls pour la première fois en 30 ans. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je ne savais pas très bien quoi faire de mes soirées. Le travail avait occupé tellement de place qu'il n'y avait presque rien en dessous. Pas de vraie amitié profonde, pas de passion cultivée. Juste Jeanne et la conscience tardive que j'aurais dû lui accorder beaucoup plus d'attention pendant toutes ces années. J'ai pris ma retraite à 68 ans. Le dernier jour au bureau, les collègues, le gâteau, les discours polis, et en rentrant dans le métro ce soir-là, j'ai regardé mon reflet dans la vitre et je me suis posé une question que je n'avais jamais pris le temps de me poser avant. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de tout ça ? Pas de façon dramatique, non, plutôt comme une question à voix basse, posée à soi-même dans un wagon presque vide et à laquelle on sait déjà que la réponse ne sera pas simple. Jeanne et moi avons commencé à voyager, des choses que nous n'avions jamais faites ensemble parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à faire. La Toscane au printemps, le Portugal en automne, la côte d'Almate un été. Et dans ces voyages, j'ai découvert quelque chose d'étrange et de beau à la fois. J'ai découvert que Jeanne était une personne extraordinairement intéressante. Je sais que ça paraît absurde après 40 ans de mariage. Mais pendant 40 ans, elle avait été ma femme, la mère de mes enfants, le pilier de la maison, sans que je la regarde vraiment comme un individu à part entière, avec ses propres pensées, ses propres regrets, sa propre lecture du monde.
Un soir en Toscane, devant un verre de vin blanc dans une petite trattoria de San Gimignano, elle m'a raconté un rêve qu'elle avait eu à 20 ans, celui de devenir photographe professionnelle. Elle avait même commencé une formation avant que la vie en décide autrement. Elle n'en avait jamais reparlé. Ou peut-être qu'elle l'avait mentionné et que je n'avais pas écouté. Je ne saurais pas jurer. Nous sommes rentrés de ce voyage différents. Moi en tout cas, j'étais différent. J'avais envie de rattraper quelque chose, sans trop savoir quoi ni comment, mais l'envie était là, nette et nouvelle. J'ai commencé à appeler Luc et Thomas plus souvent, pas pour donner des nouvelles pratiques, mais pour poser de vraies questions sur leur vie, leurs doutes, ce qui les réjouissait et ce qui les inquiétait. Les premières fois, ils semblaient légèrement déconcertés. Luc surtout, qui mettait un temps à s'ouvrir, comme si ce père curieux et disponible lui était un peu étranger. Et je le comprenais complètement, et ça faisait mal d'une façon juste et nécessaire. Un dimanche de février, Luc est venu avec sa femme Camille et leur fils Théo qui avait 4 ans. Nous avons passé l'après-midi ensemble et à un moment, Théo m'a demandé de jouer avec lui. Nous avons construit une tour absurde avec les coussins du canapé, une tour qui s'effondrait à chaque fois et qui faisait rire Théo à en perdre le souffle. À un moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu Luc dans l'encadrement de la porte qui nous regardait avec un sourire que je n'avais pas souvent vu sur son visage. Un sourire doux, un peu chargé de quelque chose que je n'aurais pas su nommer exactement, mais que je ressentais clairement. C'était le regard d'un homme qui voyait son père être pour son fils ce qu'il n'avait pas toujours été pour lui. Je n'ai pas dit grand-chose ce soir-là. Théo voulait reconstruire la tour, alors on l'a reconstruite. Jeanne est décédée en 1999 à 75 ans. Un cancer, rapide, comme ils le sont souvent quand ils ont décidé de ne pas s'attarder. Dans les derniers mois, je ne la quittais plus. Nous passions nos après-midi dans le salon, elle dans son fauteuil, avec un livre ou simplement les yeux fermés, moi à côté d'elle. Parfois, nous ne parlions pas pendant des heures, et c'était bien. C'était plus que bien, c'était une plénitude tranquille que je n'avais pas connue en 40 ans de vie commune active et remplie. Comme si on avait enfin trouvé le rythme juste au moment où il ne restait plus beaucoup de temps. Le dernier soir, elle m'a pris la main et elle m'a dit « Tu sais, Henri, tu as été un peu long à arriver, mais tu es arrivé. C'est tout. » Et c'était largement suffisant. J'ai continué à vivre. C'est une formule qui peut paraître banale, mais à mon âge, elle ne l'est pas. Continuer à vivre, ça s'apprend, ça se décide, ça se travaille un peu chaque matin. Luc et Thomas ont vieilli à leur tour, Suzanne aussi. Ils ont des enfants, des petits-enfants maintenant. Théo a 40 et quelques années. Il vient me voir régulièrement avec ses propres fils, et parfois l'un d'eux me demande de raconter la guerre, et je cherche les mots qui pourraient traverser 80 ans de distance sans se vider de leur sens. Ce n'est pas toujours facile. À 106 ans, je vis encore dans cet appartement lyonnais. Plus lentement qu'avant, évidemment. Je ne marche plus aussi loin que j'aimerais. Mais mes yeux fonctionnent encore, ma tête aussi la plupart du temps, et je lis chaque matin pendant 1 heure avant que la journée commence vraiment. Ce que la vie m'a appris et que j'aurais voulu que quelqu'un me transmette bien plus tôt, c'est que le temps que vous ne donnez pas aux gens que vous aimez ne revient pas. Pas de façon tragique, pas avec une grande leçon au bout. Il s'en va simplement, silencieusement, sans vous demander la permission. Et un jour, vous regardez en arrière et vous voyez tous ces dimanches que vous auriez pu vivre autrement, toutes ces conversations que vous avez reportées, tous ces moments où vous étiez là sans vraiment être là. Vous ne pouvez pas les récupérer. Mais ce que vous pouvez faire, et c'est là la seule chose que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est décider de comment vous allez utiliser ceux qui viennent. Pas en vous mettant une pression insensée, pas en transformant chaque instant en performance émotionnelle. Juste en étant un peu plus présent, un peu plus curieux des gens qui vous entourent, en posant la question que vous remettez à plus tard, en restant dans la pièce 1 heure de plus au lieu de rentrer dans votre chambre avec votre téléphone. J'ai 106 ans. J'ai traversé 2 guerres mondiales. J'ai vu naître la télévision, l'informatique, Internet, les téléphones qui contiennent plus d'informations que toutes les bibliothèques de ma jeunesse réunies. Et la chose la plus précieuse que j'ai rencontrée dans tout ça, c'est toujours la même. C'est quelqu'un en face de vous qui vous regarde vraiment, qui vous écoute vraiment et à qui vous faites la même chose en retour.
Tout le reste est secondaire, vraiment. Si cette histoire vous a touché, un pouce levé sous la vidéo, c'est un geste simple et ça m'aide sincèrement à continuer à partager ces souvenirs avec vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Comme ça, on se retrouve pour d'autres histoires, parce que j'en ai encore plusieurs que je veux vous raconter avant de m'en aller. Il y a une vidéo sur cette chaîne qui parle d'un homme qui a tout perdu en une nuit et qui a dû tout reconstruire à 60 ans passés. Je crois qu'elle vous touchera autant que celle-ci. Pour ma part, je vous laisse là aujourd'hui. Prenez soin des vôtres. Ne remettez pas à demain.